Bonjour à tous, bienvenue dans la rétrospective de cette semaine qui s'achève. Dans l'actualité environnementale, le Togo a perdu 26 milliards de francs CFA en 2020, soit 1,23% du PIB, conséquence des aléas climatiques selon les données rendues publiques par le ministère de l'Environnement. Décryptage dans quelques instants. Inondation dans la Corne de l'Afrique. Au moins 111 personnes ont perdu la vie, dont 16 enfants. Les dégâts matériels sont aussi importants. Et puis nous nous intéresserons au réveil du numérique. Malgré son avantage en termes de croissance, de compétitivité ou de gain de temps, il n'est pas sans conséquences pour l'environnement. Nous en parlerons dans ce journal. Au Togo, les aléas climatiques ont engendré une perte de 26 milliards de francs CFA en 2020. Cette perte représente une productivité estimée à 1,23% du PIB au niveau national. C'est selon les données publiées par le ministère de l'Environnement. Irène Papadia. Le Togo a subi une perte de productivité à hauteur de 26 milliards de francs CFA, soit 1,23% du produit intérieur brut en 2020 suite aux aléas climatiques. Les données relevées par le ministère de l'Environnement le 9 novembre dernier, en prélude de la COP28, indiquent qu'au cours de la dite période, le pays a connu des fortes inondations avec des pertes de superficie cultivable estimées à 6 900 hectares, soit 9 000 tonnes de pertes de productivité. Selon le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foulibazi, le phénomène du réchauffement climatique continuera d'entraver sérieusement notre marche vers le développement et notre prospérité si rien n'est fait pour changer le paradigme. L'Agence nationale de protection civile ANPC a affirmé dans un rapport que l'impact des aléas climatiques s'est accéléré au Togo entre 2018 et 2020. Les populations affectées notamment par les inondations, les orages et les vents violents ont augmenté de plus de 700%, passant de 2 875 à 24 902 et ont atteint 45 361 en 2020. Selon l'environnementaliste Kosivi Adessou, le Togo doit résoudre dans un bref délai le problème grâce à la politique de reboisement déjà enclenchée et doit améliorer son système d'alerte précoce afin de mieux anticiper et éviter les catastrophes. Depuis le début de cette année, le pays a adopté un décret visant à stimuler le stockage du carbone. Ce mécanisme devrait contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays et renforcer la résilience des populations face aux chocs climatiques. Le groupe des Africa Climate Bond a lancé le week-end dernier une campagne sur l'environnement. C'était à travers un concert. Il était question de sensibiliser sur les conséquences du changement climatique et les moyens de lutte contre ce phénomène. Les détails avec Alexandra Adekambi et Meka Gachi. Climate restoration, yeah, it's time for celebration. Woo, Lord, cause we listened to Russ George and restored the oceans to the max. Utiliser la musique pour soigner les maux environnementaux du monde, c'est ce qui amène le groupe des Africa Climate Band à faire cette tournée africaine. Après la Côte d'Ivoire et le Ghana, le groupe a posé ses valises à Lomé au Togo. Et c'est face aux professionnels de médias que l'équipe des Africa Climate Band a décliné l'objectif de leur campagne. La musique qui était pour nos ancêtres un moyen de communication doit être réadoptée pour lutter contre les changements climatiques afin de mieux sensibiliser et mieux véhiculer les solutions à adopter face aux changements climatiques. Le concept vient d'un constat simple. Quand nous retournons aux anciennes histoires, nous constatons que les rois, dans les communautés, les rois utilisaient donc les chants et des danses. Et les griots utilisaient également ça pour mobiliser la communauté et faire passer un message. Mais de nos jours, nous constatons que tout ceci est en train de disparaître et donne place donc à des conférences, à des workshops et à des forats, ainsi de suite. Nous avons constaté que à travers cela, on n'arrive vraiment pas à passer le message
Et de façon comparée, nous avons constaté que la meilleure façon de transmettre le message climatique, c'est à travers la musique. Donc retourner aux anciennes pratiques, retourner aux anciennes bonnes pratiques, qu'est d'utiliser donc la musique pour faire passer le message. Et utiliser la musique pour faire passer et révéler les solutions climatiques des peuples autochtones. À travers la musique, le message est rapidement reçu et gardé par les citoyens. Cette initiative est une initiative pérenne parce que juste après la COP, nous allons continuer des éditions pour que dans le programme, c'est que nous visitons les peuples autochtones, les communautés à la base pour apprendre les bonnes pratiques climatiques et sur la base de ça, écrire maintenant des scripts de chansons qui vont constituer un message qu'on va révéler, qu'on va passer par la musique, par les chants et les danses. À la fin des échanges, s'en est suivi un concert live. Africa will be the leader in the climate solution today. Africa will be the leader. Africa will be the leader. Africa will be the leader in the climate solution today. Après cette étape du Togo, c'est le tour du Bénin. L'apothéose de cette campagne sera le Big African Climate Solutions Concert à la COP28 à Dubaï en décembre 2023. Get it if you really want. Oh, get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, 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 try. La Corne de l'Afrique est frappée par les pluies diluviennes avec d'énormes inondations ces dernières semaines. On enregistre au moins 111 décès, dont 16 enfants. Les inondations ont causé plus de 700 000 déplacés selon l'organisation Save the Children Alliance. La Corne de l'Afrique est particulièrement touchée par le phénomène El Niño qui amplifie les précipitations de la saison des pluies dans la région. Il touche principalement la Somalie, le Kenya et l'Éthiopie. Cette partie de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Il s'y produit des phénomènes météorologiques extrêmes avec une fréquence et une intensité accrues. Depuis la fin de l'année 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Éthiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse connue dans la sous-région depuis 40 ans. Rappelons que El Niño, qui est souvent associé à une augmentation de température, à des sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres, devrait durer jusqu'en avril 2024 selon les experts. Ce phénomène météorologique a déjà fait des ravages en Afrique de l'Est, notamment d'octobre 1997 à janvier 1998, avec de gigantesques inondations à la suite des pluies torrentielles. Elles avaient fait plus de 6000 morts dans 5 pays de la région. Au Kenya, le gouvernement veut améliorer son couvert végétal actuellement de 7%. Il a décidé d'investir 80 millions de dollars américains dans la réalisation de son ambition. L'objectif visé est d'atteindre 30% de la couverture forestière dans la capitale Nairobi. Dans le but de planter 15 milliards d'arbres d'ici 2030, le gouvernement kényan mobilise et encourage sa population à participer dans la restauration de la couverture forestière du pays. Félix Koskei, chef cabinet et chef de fonction publique, a encouragé les habitants de Nairobi à planter des arbres afin d'augmenter la couverture forestière à plus de 10%. Le changement climatique aggrave les sécheresses dans la Corne de l'Afrique où les pluies ont manqué pendant 5 saisons consécutives. Le pays continue de souffrir de l'exploitation et du commerce illégal d'un grand nombre de ces forêts qui sont essentielles pour des zones de captage d'eau du pays. Les forêts stockent le carbone, l'un des principaux facteurs du réchauffement climatique. En revanche, la déforestation accélère le réchauffement climatique. Le président kényan, William Ruto, a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence en septembre 2022. En marge de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat, les Émirats arabes unis ont inauguré la semaine dernière l'une des plus grandes centrales au monde.
Cette centrale dédiée à l'énergie solaire va alimenter 160 000 foyers. Le pays vise ainsi à atteindre progressivement la neutralité carbone. Reportage. C'est l'une des plus grandes au monde, inaugurée la semaine dernière par les Émirats arabes unis en marge de la conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra dans ce riche état pétrolier. La centrale solaire Al Dhafra est située en plein désert à 30 km au sud de la capitale Abu Dhabi. Les panneaux photovoltaïques issus de cette centrale sont installés sur une surface totale de 21 km² et ont la capacité de produire 2 gigawatts et d'alimenter 160 000 foyers selon les responsables du projet. La centrale va permettre d'éviter des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 2 millions de tonnes par an, a affirmé Bruno Bensasson, le PDG de l'EDF Renouvelable. Ce projet, présenté comme la plus grande solaire à site unique au monde, est détenu à 60% par les compagnies publiques émiraties Taka et Masdar, tandis que le chinois Jinko Power Technology et le français EDF Renouvelable se partagent les 40 restants. Mais selon le patron de Jinko Power, Charles Bay, cela équivaut à retirer 800 000 voitures de la circulation. Les Émirats arabes unis ont promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un objectif qui ne concerne que les émissions nationales sans compter l'impact des hydrocarbures exportés. Le Climate Action Tracker reproche au pays de vouloir augmenter sa production de combustibles fossiles responsables du réchauffement de la planète. Il estime que les ambitions du pays ne sont pas suffisantes. Avec 4 millions de panneaux solaires à double face, mobiles et nettoyés par des robots, la centrale d'Al Dhafra est dotée de technologies qui permettent d'augmenter son efficacité d'environ 20% par rapport aux centrales solaires classiques, a affirmé Abdelaziz Al-Ubaid, le directeur des opérations de Masdar. Cette société d'énergie renouvelable émiratie est dirigée par le sultan Ahmed Al-Jaber, le patron de la compagnie pétrolière ADNOC et président de la COP28. Le pays du Golfe, qui prévoit d'augmenter sa production brute d'environ 3 millions de barils par jour à 5 millions d'ici 2027, s'est engagé en juillet dernier à tripler ses énergies renouvelables au cours des 7 prochaines années. Pour rappel, la conférence mondiale pour le climat se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. Dans le reste de l'actualité, selon les experts, stocker du dioxyde de carbone dans les fonds marins internationaux est une technologie incontournable pour atteindre les objectifs climatiques. La Suisse entend pratiquer cette technologie dès 2024 pour faire face aux défis climatiques. Léon Sabo. Le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre lié à l'activité humaine, sera exporté pour être stocké dans les fonds marins étrangers. Ceci a été autorisé par le gouvernement suisse et sera effectif à partir de 2024. C'est une technologie dite de captage et de stockage du dioxyde de carbone CCS qui sert à enrayer le réchauffement climatique. Elle consiste à capter les émissions du CO2 à la sortie des cheminées d'usines et le séquestrer après liquéfaction dans des réservoirs géologiques. D'après le gouvernement suisse, le stockage permanent du CO2 est incontournable dans la politique climatique pour atteindre les objectifs climatiques nationaux et internationaux. Il souligne que le protocole de Londres à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers interdit toute exportation de déchets en vue de les éliminer en mer. Mais un amendement apporté en 2009 a créé une exception pour le CO2. Bien qu'elle soit complexe et coûteuse, la technologie du CCS est jugée nécessaire par le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et l'Agence internationale de l'énergie pour enrayer la montée des températures. Toutefois, certains défenseurs de l'environnement se méfient car pour eux, un tel outil pourrait servir de prétexte pour davantage d'exploitation des énergies fossiles et détournerait les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables. Les humains ne sont pas les seules espèces affectées par la crise climatique. La faune et les habitats sont également confrontés à des changements considérables, parfois même catastrophiques. L'augmentation de la température peut déclencher l'effondrement des écosystèmes fragiles et d'énormes vagues d'extinction. Regardez.
La Terre est aujourd'hui environ 1,1 degré Celsius plus chaude qu'elle ne l'était au 19e siècle. Selon les projections actuelles, les températures mondiales augmenteront de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Il est impossible de prévoir exactement comment les changements climatiques à long terme des températures et des régimes climatiques affecteront les écosystèmes fragiles et étroitement liés de notre planète. Les changements survenant dans une zone ont une incidence sur les autres zones et les animaux en ressentent les effets. Parmi les principales menaces d'origine climatique pour la faune sauvage, la perte d'habitat. Ce facteur est dû à la hausse des températures qui affecte la végétation, les sources de nourriture, l'accès à l'eau et bien plus encore. Les écosystèmes peuvent devenir inhabitables pour certains animaux, les obligeant à migrer en dehors de leur chemin habituel à la recherche de nourriture, de conditions vivables tout en provoquant la mort d'autres animaux. Outre ce facteur, on peut citer les catastrophes naturelles. Aujourd'hui déjà, les catastrophes naturelles liées au climat et aux conditions météorologiques telles que les sécheresses, les feux de forêt et les ouragans ont été multipliées par 5 par rapport il y a 50 ans. Ces catastrophes entraînent des pertes désastreuses de vie et d'habitat pour les communautés, les animaux domestiques et la faune sauvage. Le troisième facteur est le conflit entre l'humain et la faune sauvage. Le changement climatique intensifie les conflits entre l'humain et la faune sauvage en raison de la perte d'habitat et des événements climatiques extrêmes qui obligent les personnes et la faune sauvage à partager des espaces de plus en plus peuplés. À mesure que les écosystèmes se modifient, les communautés et les animaux sauvages se déplacent plus loin à la recherche de nourriture, d'eau et de ressources. Les conflits entre l'humain et la faune sauvage ont souvent des conséquences dévastatrices pour les animaux concernés. Enfin, l'extinction. La combinaison de ces facteurs pourrait entraîner l'extinction de nombreux animaux. Les animaux les plus vulnérables de la planète, y compris ceux qui sont déjà proches de l'extinction, seront probablement les plus menacés. Le numérique et ses terminaux sont devenus indispensables, mais très peu connaissent leurs impacts environnementaux. En effet, l'impact carbone du numérique sur l'environnement est inquiétant. Il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce chiffre risque de doubler d'ici à 2025. Regardez. Le constat est sans appel. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et ce chiffre risque de doubler d'ici à 2025. En France, le secteur du numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre les 7% d'ici 2040. Mais comment expliquer un chiffre aussi conséquent pour un secteur qui semble immatériel, indolore voire magique ? Aussi appelé pollution numérique, cet impact environnemental tente de prendre en compte la consommation d'énergie, l'extraction de minerais, le coût du transport jusqu'à la phase de recyclage d'un produit numérique. Cette évaluation se sent par l'impact environnemental, qu'il soit positif ou négatif. La pollution numérique est causée par 3 sources principales. Les utilisateurs avec leurs différents équipements informatiques, les centres de données ou data centers et enfin les services et applications numériques. Le numérique pollue dans son ensemble, mais la consommation mondiale de streaming vidéo émet 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque année, ce qui constitue un chiffre important. Selon Data Center Map, il y en aura 4500 data centers repartis dans 122 pays. Mais comment ces centres et ces serveurs peuvent-ils rejeter autant de CO2? Y aurait-il des cheminées invisibles au-dessus des data centers? La Chine seule est à l'origine de 2,35% de la consommation totale d'électricité du pays. Et contrairement à la France, l'électricité chinoise n'est pas produite à partir d'énergie nucléaire, mais du charbon. À l'heure actuelle, les centres de données chinois utilisent un mix énergétique composé à 73% de charbon, à 23% d'énergie renouvelable et à 4% d'énergie nucléaire, selon une étude de Greenpeace et de l'université North China Electric Power.
Il n'y a donc pas de cheminée invisible, mais bien une pollution notoire. Les data centers ont besoin de beaucoup d'électricité et cette électricité provient en grande majorité du charbon et les rejets de CO2. Les data centers sont donc conséquents. En début 2018, l'ONG Greenpeace observait que 50% de l'approvisionnement en électricité reposait sur les énergies fossiles, tandis que 17% s'appuyait sur des énergies renouvelables. Depuis plusieurs années, il est possible de s'appuyer sur l'hébergement web vert, c'est-à-dire des serveurs qui tournent grâce aux énergies renouvelables, éoliennes et solaires en majorité. Beaucoup d'acteurs le promettent mais peu l'appliquent réellement. À noter également que Facebook, Apple et Google se sont engagés depuis 2017 à approvisionner 100% de leurs data centers en énergie renouvelable. Un objectif très difficile à réaliser au vu de l'explosion de la production et de l'utilisation des données à travers le monde. Enfin, l'impact du numérique sur l'environnement ne s'arrête pas aux émissions de gaz à effet de serre. Le numérique participe également à la pollution et à la destruction des écosystèmes. Et pour finir, la Terre devient un crématorium pour ses habitants. Avec la chaleur extrême, le nombre de décès pourrait quintupler d'ici à 2050. Les canicules qui découlent du changement climatique anthropique rendent vulnérable la vie sur Terre. Les explications avec Vivas Amana. La chaleur pourrait causer 5 fois plus de morts d'ici 2050. C'est le constat alarmant qui ressort du 8e rapport du Lancet Countdown publié le 14 novembre dernier. À l'approche de la COP28, les 114 experts ayant participé à l'élaboration de ce rapport dénoncent la négligence des gouvernements, des entreprises et banques qui continuent d'investir dans le pétrole et le gaz. La directrice exécutive du Lancet Countdown, Dr Marina Romanello, déclare que l'inaction a un coût humain énorme et nous ne pouvons pas nous permettre ce niveau de désagrément et que nous le payons en vies humaines. D'ici 2050, le nombre de décès liés à la chaleur risque d'être multiplié par 4,7 sur Terre. Dirigé par l'University London College, ce travail dépeint les risques sanitaires grandissants de tout retard supplémentaire enregistré dans la lutte contre l'urgence climatique. Les auteurs soulignent comment l'inaction persistante coûte des vies humaines. En 2022, l'humanité a été exposée à 86 jours de température élevée, dangereusement pour la santé. Le changement climatique anthropique a rendu au moins 2 fois plus susceptible l'apparition de 60% de ces journées à forte température. Et l'année 2023 semble sur les mêmes tendances avec l'observation des températures les plus élevées depuis plus de 100 000 ans. Selon la directrice exécutive du Lancet Countdown, il y a encore de la place pour l'espoir et de telles conclusions doivent engendrer une réaction immédiate des gouvernants axés sur la santé. Ceci passe d'abord par une baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre tout en offrant un meilleur accès à l'énergie, à un air pur, une eau plus potable, des régimes alimentaires plus sains et des villes plus vivables. Merci de vous informer sur Green TV International, votre chaîne, notre chaîne environnementale. Excellent week-end à tous.